Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Vous êtes en mode écoute seulement. Si vous êtes au téléphone et que vous avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la boîte de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Mme Jennifer Thornhill-Verma, directrice principale à la Fondation canadienne pour l'amélioration du service de santé. Jennifer Thornhill-Verma. Merci, bonjour à tous. Merci d'être des nôtres pour ce défi Innovation Priorité Santé. D'abord, commençons par reconnaître que nous nous réunissons sur des terres habitées par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Nous sommes à Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et la possibilité de nous y réunir aujourd'hui, ainsi que partout où vous êtes au Canada. Alors, l'objectif d'aujourd'hui est l'innovation en santé mentale. Nous espérons que ce sera utile non seulement pour ceux qui travaillent en santé mentale et les services de toxicomanie dans le cadre de ce défi, mais également ceux qui travaillent en soins à domicile et communautaires. Nous disons parce que nous savons qu'il existe des principes qui s'appliquent de part et d'autre de ces aspects du continuum. Alors, quelques questions d'intendance avant de commencer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez, enfin, je vois que vous le faites déjà, veuillez vous présenter dans la boîte de dialogue. Et si vous avez des questions d'entrée de jeu, que vous voulez partager quelque chose, faites-le. Je vais faire le suivi de cette boîte de dialogue au fil de cet appel. Nous fournissons un service d'interprétation simultanée et une boîte de dialogue entièrement bilingue pour ce webinaire. Alors, partagez votre rétroaction en français ou en anglais et nous nous chargerons de l'interpréter. À tout moment, pendant ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue. Nous gardons du temps à la toute fin pour cela, mais nous tâchons d'y répondre chemin faisant. Alors, je souhaite à présent présenter mes collègues. Je suis accompagnée de notre responsable principal de l'amélioration pour ce défi Innovation Santé et Momentum, Lindsay Yarrow, qui est à Kingston. Aujourd'hui, Sabrina Khan, qui est responsable de l'amélioration pour les mêmes défis. Et elle est à Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador. Alors, merci à elles deux de se joindre à nous. Nous avons aussi des conférencières invitées aujourd'hui. Sema Awan, qui est professionnelle de la santé, qui possède une longue expérience en matière opérationnelle et un long bilan en matière d'innovation en soins cliniques. D'ailleurs, elle a remporté des prix, en particulier en ce qui concerne le modèle de soins intégrés dans le secteur de la santé mentale et des toxicomanies. Alors, merci d'être des nôtres. Elle est de Toronto aujourd'hui. Et en studio ici, nous sommes accompagnés de Effie Ellis, qui est agent de mobilisation des connaissances à la CNTS. Elle travaille avec des chercheurs et des parties prenantes pour améliorer la compréhension des données probantes sur une variété de sujets et elle appuie également la prise de décision éclairée par des données probantes dans les divers domaines de santé, dont la santé mentale. Alors, s'agissant de nos objectifs à présent, nous voulons examiner notre situation actuelle le long du cheminement de priorité santé. Je constate que vous participez, dans certains des cas, dans la boîte de dialogue à titre de partenaire. Je vois l'Association canadienne médicale. Enfin, vous êtes nombreux. Merci beaucoup d'être des nôtres. Nous voulons aussi entendre le récit d'un patient, ce qu'on appelle l'histoire d'impact sur le patient. Quel a été l'impact de notre défi jusqu'à présent sur ce patient? On peut comprendre les enjeux actuels du secteur de la santé mentale et des toxicomanies. Et nous voulons également avoir davantage de renseignements sur les idées d'amélioration innovantes en matière de soins collaboratifs, ainsi que de nouvelles thérapies cognitives. S'agissant de notre cheminement jusqu'à présent, pour ceux d'entre vous qui avaient participé d'entrée de jeu, nous avons ici un échéancier qui remonte au mois d'avril, au moment où les premières équipes se sont inscrites. L'objectif de ce défi est de mettre en exergue des innovations qui se produisent partout au Canada. Nous savons qu'il existe des difficultés sur le plan, par exemple, de l'accès aux soins de santé et de toxicomanie. Alors, au départ, nous voulions, dans le cadre de ce défi, nous dire si tel est le problème, comment y réagit-on? Ce que vous voyez ici, c'est notre cheminement et la programmation de ce défi Innovation Priorité Santé. Et nous sommes presque arrivés à mi-chemin. Nous avons d'ici à vous annoncer à mi-chemin en janvier. D'ailleurs, notez-le à vos calendriers, il faudra
respecter la date limite du 17 janvier. Alors, si ça vous intéresse d'y participer, ce défi est ouvert au recrutement. Alors, on a commencé à recruter au mois d'avril, mais on continue de recruter dans ce défi Innovation, Priorité, Santé. Ensuite, il sera question du défi à plus proprement parler lors de ce webinaire, alors restez à l'affût. Je souhaite accueillir nos nouvelles équipes. Nous avons 3 nouvelles équipes. L'Association canadienne pour la santé mentale et son projet Bounce Back, la AIDS Network Kootenay Outreach and Support Society et le ministère de la Défense nationale. Alors, vous allez trouver sur notre site web le nom de toutes les équipes ainsi que leurs projets. Chaque équipe a une priorité et un indicateur sur lequel elle rend des comptes. Elle partage des renseignements sur ses résultats, mais aussi sur les patients touchés par son projet. Alors, il y a davantage de renseignements à ce propos sur notre site web. Et sur ça, je cède la parole à Lindsay Yarrow. Alors, vous m'entendez à présent? Absolument, on vous entend, Lindsay. Formidable. Excusez-moi, je devais être en sourdine. Alors, au nom de l'équipe de projet, c'est un véritable privilège d'entendre le travail que vous faites et l'impact que vous avez sur les communautés, les patients ainsi que les familles. On s'est dit qu'il faudrait peut-être faire un retour sur vos travaux et on veut partager un récit de CHIO, c'est-à-dire l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario. Vous connaissez peut-être Carly Brown qui a participé à d'autres webinaires. Malheureusement, elle ne peut être des nôtres aujourd'hui, mais elle voulait absolument partager ce récit. Alors, je me lance. Alors, au nom de Carly, imaginez passer la première année de la vie de votre enfant à l'hôpital. 153 jours pendant cette année à l'hôpital. C'est la réalité quotidienne de notre enfant de 2 ans. Il a eu 19 admissions depuis un an, de 6 jours à 3 semaines chacune, essentiellement toutes les 2 semaines. Cet enfant a besoin d'hospitalisation fréquente en raison d'infections respiratoires et d'exacerbations respiratoires. C'est un excellent exemple d'une expérience qui exige des changements dans le système. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Alors cet enfant a 2 ans et sa famille et ceux-ci doivent constamment être dans un hôpital de soins de courte durée, loin de leur domicile. Alors c'est grave pour cette famille. Grâce au financement de la FCSF, car l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario a remporté un prix, eh bien, cet enfant a maintenant accès à une inhalothérapeute à domicile. Il s'agit de Carly, qui a mis en place un plan d'intervention, qui a également de l'équipement qu'elle peut laisser chez l'enfant. Alors, voilà précisément le genre d'innovation que l'on cherche. Il s'agit de permettre à l'enfant de rester à la maison le plus possible, de mieux gérer sa maladie chez lui. Les spécialistes communautaires donnent des accès à des soins communautaires et offrent un soutien à domicile. Donc, on rejoint le patient là où il se trouve. Carly voulait nous dire que grâce à cette initiative, cette innovation, alors auparavant, l'enfant avait été à l'hôpital 153 jours et depuis cette intervention, il n'a été à l'hôpital que 2 jours. Alors voilà un changement radical et une réussite qui est constatée également par d'autres équipes qui font partie de ce webinaire. Nous espérons dans ce cas, comme dans votre cas, que ce changement continuera sur sa lancée. Alors, félicitations à l'équipe CHIO. Merci d'avoir partagé ce récit.
Et si vous êtes une de nos équipes du défi Innovation Priorité Santé, tendez-nous la main, dites-nous de quoi il s'agit et nous vous céderons la parole pour que vous en parliez à tout notre groupe. De retour à vous, Jen. Jen Thornhill Verma. Eh bien, nous allons céder la parole à présent à Saima. Bonjour. Ici Saima. Awan, je suis à Boston pour le moment, mais j'ai 13 ans d'expérience en santé mentale qui ont précédé mon passage ici à Boston et je peux vous parler de mes racines canadiennes et du travail que l'on a fait. Alors, je vais commencer par quelques questions de sondage. Alors, je vous demanderai d'y répondre. Alors, première question, dans quel milieu clinique travaillez-vous actuellement? Deuxièmement, connaissez-vous le modèle de soins en collaboration pour les soins primaires et la santé mentale? Troisièmement, travaillez-vous actuellement dans une équipe clinique intégrée? Et quatrièmement, avez-vous accès à des spécialistes en santé mentale pour une consultation dans votre milieu de travail? Et au fil de mon exposé, vous comprendrez pourquoi je vous pose ces questions. Jennifer Thornhill Verma. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez du silence, n'est-ce pas? Nous vous laissons la possibilité de répondre. Alors, nous venons de clore le sondage. Je retourne à vous, Saima. Saima Awan. Bien. Alors, le groupe de participants est sans doute au courant des difficultés vécues par les personnes atteintes d'une maladie mentale sur le plan des traitements disponibles, de l'accès autrement et du continuum de soins. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est brosser un tableau de l'état actuel. Et j'ai mis en bas de diapositive la référence si cela vous intéresse. Alors voici des renseignements issus d'un rapport produit par le Centre de toxicomanie de santé mentale en 2019. Au Canada, 6,7 millions de personnes sont atteintes d'une maladie mentale. Et d'ailleurs, c'est la cause d'invalidité la plus fréquente. Son coût économique annuel représente 51 milliards de dollars. Plus de 4 000 Canadiens et Canadiennes se suicident tous les ans. Les personnes atteintes d'un trouble de l'humeur sont nettement plus à risque d'avoir des problèmes de santé à long terme que les autres. Rien n'a changé dans le contexte des personnes atteintes d'une santé mentale, c'est-à-dire qu'ils sont deux fois plus à risque de devenir toxicomanes, surtout l'alcool. Et évidemment, les personnes qui ont une maladie mentale et une toxicomanie sont plus à risque de mourir prématurément que la population générale. Lorsque je cherchais ces renseignements, j'ai pu constater que les choses s'étaient empirées. Et les points clés qui me marquent, qui sont présentés dans les diapositives suivantes, vous permettent de voir où sont les écarts. Alors, c'est de l'information issue de l'Association médicale canadienne et de l'Association des psychiatres du Canada. Et ce sont des exemples de pratiques cliniques, de soins collaboratifs qui permettent de combler ces écarts, ces lacunes que nous avons décelées. Alors, les patients qui veulent obtenir des services de santé physique ont un meilleur accès à des traitements en vertu du modèle de financement actuel. Donc, il y a toujours des difficultés d'accès pour la santé mentale. Il y a également donc des problèmes de stigmatisation. Apparemment, le gouvernement actuel s'intéresse à la question. Par ailleurs, les effectifs en soins de santé
vieillissent et un grand nombre d'entre eux, apparemment, ne seront pas forcément remplacés. Et donc, évidemment, les temps d'attente vont s'accroître. L'autre chose que je souhaitais mettre en exergue, c'est le nouveau rapport de l'ICIS de 2019. Et on précise très clairement où les patients reçoivent des soins. 80% des patients qui ont un problème de santé mentale ont généralement recours à un médecin de famille. Les soins de santé primaires intègrent déjà un modèle d'équipe qui tend à intégrer les soins aux patients. Et c'est éprouvé dans ces milieux, les soins primaires sont plus disponibles que les soins tertiaires et les soins spécialisés, surtout dans les régions rurales. Et dans ce rapport, on illustre bien le statut de l'approvisionnement en effectifs de santé et les défis vécus par les personnes atteintes d'un problème de santé mentale. Alors, qu'est-ce que le modèle de soins collaboratifs? Alors, il existe évidemment plusieurs définitions de soins collaboratifs, de soins intégrés. Voici une définition qui me plaît du Dr. Cates. On nous dit que les soins collaboratifs désignent le processus dans le cadre duquel les prestataires de soins primaires et de santé mentale partagent les ressources, l'expertise et les connaissances en matière de prise de décision adéquate. D'ailleurs, je vais vous présenter les principaux éléments de ce modèle. Et d'ailleurs, dans votre pratique clinique, vous avez sans doute certains, sinon tous les éléments. Alors, j'entre tout de suite dans ce modèle. Les éléments les plus connus de ce modèle sont le dépistage et le diagnostic en santé mentale et physique, l'évaluation et la documentation des symptômes, ensuite la sensibilisation du patient et les questions d'autogestion, et ensuite le soutien et la supervision clinique dans le cadre d'intervention liées à la fois à la santé mentale et à la santé physique. Donc, c'est fait de manière collaborative de sorte que le patient ne soit pas traité isolément pour chacun de ces diagnostics. Évidemment, il est mieux pris en charge dans les soins primaires. Les principes de base fondés par le Centre Ames de l'Université de Washington, si vous faites une recherche Google, vous trouverez énormément de renseignements sur le modèle de soins collaboratifs issu du Centre Ames de l'Université de Washington. Ensuite, donc, dans le cadre de ces principes, vous avez les soins axés sur le patient, axés sur les données probantes, axés sur les mesures, traitements axés sur la cible, les soins axés sur la population et la responsabilité. Donc, avoir un modèle de soins collaboratifs, surtout en soins primaires, garantit qu'on ait un meilleur accès, car les soins primaires sont le premier point de contact, ce qui signifie diagnostic actif plutôt que d'attendre diagnostic des soins tertiaires. Par ailleurs, le patient peut avoir accès à des soins plus rapidement. Et évidemment, cela permet de renforcer la capacité clinique. C'est également une de nos lacunes associées justement au vieillissement des effectifs de santé, surtout dans les régions rurales. Tout ceci est fondé sur les principes que j'ai énoncés et qui rejoignent les priorités du Canada. Et cette diapositive présente les pratiques exemplaires des soins collaboratifs. Alors, de nouveau, les lacunes décelées sont associées à ces pratiques exemplaires. Donc, un accès aux spécialistes signifie un modèle de soins qui permet d'avoir accès à des consultations en psychiatrie dans le cadre de soins de santé primaires. Donc, un accès plus hâtif aux soins. Donc, le modèle de soins collaboratifs est le meilleur moyen de diminuer les temps d'attente pour l'accès au traitement, car la majorité des patients ont accès à une visite initiale et un début de traitement en soins primaires, avant qu'ils ne doivent se rendre en soins tertiaires ou une consultation pour un problème plus complexe. Et la sécurité culturelle est également une lacune. Donc, le modèle de soins
comporte des éléments de sécurité culturelle et des techniques de mise en œuvre qui veillent à ce que le traitement soit pertinent pour les Autochtones et les populations marginalisées. Il y a effectivement de gros déficits dans le traitement de ces populations. Alors très rapidement, d'après la littérature scientifique, voici les éléments nécessaires à la mise en œuvre de tout soin collaboratif. Vous avez l'aspect des gens, les principes, la prestation des soins, la pratique et les interventions éprouvées. Alors, l'un après l'autre, Jean signifie médecin de premier recours ou champion du secteur des soins de santé primaire comme les infirmières praticiennes. Ils peuvent avoir accès à un spécialiste comme un psychiatre. C'est très avantageux dans beaucoup de modèles. Évidemment, avoir la rétroaction du patient, de ses proches, tout au long du processus. Les principes qui impulsent les soins collaboratifs, le travail d'équipe, la communication, les parties prenantes externes comme les partenariats avec les spécialistes de la santé mentale, si ça ne fait pas partie de votre équipe d'entrée de jeu, des soins normalisés, c'est-à-dire soins fondés sur des mesures comportant des critères de prise de décision clés, et évidemment les principes de sécurité culturelle. Il y a de plus en plus de littérature scientifique publiée sur l'impact de la sécurité culturelle. Ensuite, les processus, comment adapter le modèle au contexte local, le renforcement des capacités, l'évaluation de l'équipe sur le plan de ses déficits, c'est-à-dire dans quel domaine a-t-elle besoin de formation. Ensuite, les états actuels et futurs, l'analyse des lacunes et la stratégie d'adaptation. C'est très important si on veut effectivement que l'initiative de soins collaboratifs réussisse. La pratique, alors protocole de traitement, ligne directrice, rôle et responsabilité. Il s'agit d'examiner les meilleures pratiques en santé mentale et de leur donner vie grâce, entre autres, à des outils comme le dossier de santé électronique. Les divers modèles semblent montrer que ce sont les voies de l'avenir. Et ensuite, les interventions éprouvées, évidemment, il nous faudrait davantage de données. Traitement, évaluation, suivi et transition. Il y a énormément d'algorithmes existants. D'ailleurs, la prochaine conférencière parlera d'interventions psychologiques innovantes dans le domaine. Et enfin, le modèle efficace. Je voulais souligner l'étude du modèle Impact. Vous avez la référence au bas de l'écran. C'est une étude qui a été menée de 1999 à 2001, qui est le fondement d'un grand nombre de choses qu'on constate à l'heure actuelle sur le plan de l'intégration de soins collaboratifs. Dès que vous entendez parler de normes de soins, c'est fondé sur l'étude Impact, car cela a amélioré les soins. Alors, c'est une diapositive qui vous donne un bon aperçu des éléments du modèle impact, donc l'utilisation du questionnaire sur la santé du patient, l'utilisation d'un registre, de lignes directrices, une formation en prévention des rechutes. Par ailleurs, l'équipe de gestion des soins cliniques qui offre des services de formation, de coordination des soins, d'activation comportementale et de soutien à la gestion de la médication. Et évidemment, un psychiatre consultant qui rencontre le gestionnaire des soins pour effectuer une évaluation et éviter des temps d'attente inutiles. À cette diapositive-ci, vous avez les éléments clés du modèle impact qui se fusionnent avec les principes que nous présentions un peu plus tôt. Alors, les gens, c'est-à-dire gestionnaires pour traiter la dépression, prestataires de soins primaires et psychiatres, principes, les évaluations normalisées, soins fondés sur des mesures. Ensuite, processus relatif aux soins, équipe de gestion des soins au sein de la clinique et consultation hebdomadaire par un psychiatre. Pratique, donc il s'agissait d'une recherche à partir de faits randomisés contrôlés, donc les processus étaient stricts, mais le modèle impact peut être exploité dans un domaine clinique. Et évidemment, les interventions éprouvées, interventions pharmacologiques et psychothérapeutiques qui donnent des résultats pour les patients, comme toujours. Alors, désolée d'avoir été aussi vite, c'est beaucoup d'informations. Alors, je vais revenir à mes questions de sondage.
Et donc, je vous demande de répondre à ces questions. D'après l'information que je viens de partager, êtes-vous actuellement membre d'une équipe interprofessionnelle au sein de votre milieu clinique? Deuxième question, votre milieu clinique pratique-t-il des soins standardisés, fondés sur ce que j'ai présenté, donc des divers protocoles, algorithmes, évaluations? Troisième question, votre milieu clinique a-t-il une capacité suffisante pour traiter les patients souffrant de troubles mentaux? Alors, les interventions sont-elles disponibles dans votre milieu clinique ou devez-vous les envoyer ailleurs? Quatrième question, votre milieu clinique a-t-il une approche de soins par étapes pour le traitement de troubles mentaux? Et enfin, votre milieu clinique a-t-il accès à des interventions de psychothérapie pour les troubles mentaux, donc pour les partenariats internes ou externes? Dans le passé, l'accès était limité et les temps d'attente étaient catastrophiques, c'est-à-dire que le patient commençait un traitement et parfois, en milieu de soins de santé primaire, et ensuite n'avait pas accès à une intervention spécialisée avant 1 an. Alors, je vous laisse répondre aux questions. Jen Thornhill, Vermont. Dans la boîte de dialogue, j'ai un peu résumé les résultats du premier sondage. Alors, je ferai la même chose pour celui-ci. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui pourra répondre à ces questions, car certaines des personnes qui nous rejoignent à nous aujourd'hui sont des organismes partenaires et non des équipes qui font partie du défi. Mais comme je disais, je résumerai dans la boîte de dialogue une fois que les chiffres seront conclus. Évidemment, l'appel est archivé si jamais vous voulez reconsulter ces questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue. On y reviendra, mais pour le moment, je vais céder la parole. Nous allons clore le sondage. Et nous allons revenir à notre exposé. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, ici en studio, je suis accompagnée d'une collègue de la CNTS, Iftia Ellis. Bonjour, merci de m'accueillir pour parler de thérapie cognitivo-comportementale par Internet pour le traitement de la dépression majeure et des troubles de l'anxiété. Alors, pour faire court, on dira TCCI. Alors, il s'agit de traiter la dépression majeure au Canada. J'ai des diapositives. Si jamais vous voulez davantage de renseignements sur cette thérapie, je pourrais vous les faire suivre par la suite. Alors, nous allons présenter les renseignements recueillis par la CNTS et QSSO. Alors, des rapports ont été publiés en mars 2019, d'après les travaux faits par la CNTS et QSSO. Alors, la CNTS est un organisme indépendant, sans but lucratif, dont le mandat est de fournir aux décideurs du système de santé canadien des données probantes objectives au sujet de l'usage optimal des médicaments et des appareils médicaux. Donc, tout ce qui est utilisé en soins de santé. Nous sommes financés par Santé Canada, ainsi que les ministères de la Santé des provinces et territoires, sauf au Québec et en Ontario. Et nous avons des droits d'adhésion à 3 programmes pour les programmes affichés ici. Une fois le travail complété, vous pouvez trouver tous les rapports sur notre site web à la cnts.ca. QSSO, Qualité des services de santé Ontario, à présent fait partie du ministère de la Santé de l'Ontario. Et donc, QSSO réalise des évaluations des technologies de la santé et formule des recommandations par l'intermédiaire du Comité consultatif ontarien des technologies de la santé à propos des services de la santé qui devraient être financés. De nouveau, les rapports sont disponibles publiquement sur leur site web à www.hqontario.ca. Et tout résident de l'Ontario peut soumettre un sujet à l'étude à des fins de recommandation et de financement en écrivant à l'adresse affichée à l'écran. Alors, les constants que je présenterai sont fondés sur
deux rapports. Vous trouverez les rapports complets sur le site web des deux organismes en question. Donc, même que le site de la CNTS contient les deux. Alors, une brève description de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Alors, pour la dépression et l'angoisse, on sait que la TCC est une thérapie fréquente et efficace. Vous le savez peut-être, un patient rencontre un thérapeute en personne et ensemble, ils travaillent à l'identification d'attitudes, de comportements et de croyances peu utiles et ils travaillent à des stratégies, une trousse d'outils pour éliminer ces pensées négatives. Alors, lorsqu'on parle de thérapie cognitivo-comportementale par Internet, donc TCCI, cela est fait avec l'Internet. Donc, le patient n'a pas besoin de se rendre chez le thérapeute. C'est fait à base d'une plateforme en ligne. Donc, tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette avec une connexion Internet. Alors, la TCCI comprend des modules structurés et des objectifs. L'usager doit remplir des activités, faire des lectures et répondre à des messages. La TCCI, pour certains patients, permet de surmonter des obstacles à la thérapie. Par exemple, pour les patients qui vivent très loin et qui ont peu d'accès à des thérapeutes, les patients qui sont inquiets de stigmatisation ou alors leur état de santé ne leur permet pas de se déplacer pour se rendre chez un thérapeute. Alors, les modalités de la TCCI, on a ce qu'on appelle la TCCI sans guide, c'est-à-dire pas de thérapeute, et la TCCI guidée, c'est-à-dire avec un thérapeute. Et donc, l'usager rencontre le prestataire de soins à divers moments de son programme. Alors, pourquoi a-t-on voulu créer cette TCCI? Eh bien, au Canada, il existe une grande variété de programmes. Toutefois, l'efficacité de la CCI n'est pas bien établie. À l'heure actuelle, la TCCI ne fait pas l'objet d'un financement systématique. Il n'y a aucun cadre de mise en œuvre ou d'intégration de la TCCI dans la pratique clinique. Alors, notre travail veillait à voir quelle était l'utilisation optimale de la TCCI pour le traitement des troubles dépressifs et de troubles de l'angoisse. Alors, voici la question administrative qu'on s'était donnée et voici nos données probantes. Alors, pour le projet, en collaboration avec QSSO, la CNTS a réalisé un examen de données probantes accessibles sur l'utilisation de la TCCI, donc efficacité clinique, analyse des données économiques, point de vue expérience des patients, éthique et enjeux liés à la mise en œuvre pour la TCCI en tant qu'option de traitement. Ici, vous avez les deux comités d'experts de chacun des organismes, le comité d'experts en examen sur les technologies de la santé et le comité consultatif ontarien des technologies de la santé de part et d'autre, donc de la CNTS et de QSSO, qui ont produit des recommandations. Alors, à quoi ressemblent les données probantes? Ce sont des renseignements très généraux. Les messages clés de l'examen sont à l'effet que la TCCI semble avoir obtenu des résultats plus efficaces que le groupe dans la liste d'attente, c'est-à-dire le groupe contrôle, surtout pour les symptômes associés à la dépression légère à modérée et certains troubles de l'anxiété, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie. Avec une certitude croissante par rapport aux données quant à l'efficacité accrue de la TCCI guidée par rapport à la TCCI non guidée, donc sans thérapeute. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment d'études pour qu'on puisse faire une déclaration qui comparerait la
TCC en personne par opposition à la TCCI. Sur le plan de l'analyse des données économiques, les coûts associés à la TCCI, alors des recherches ont été effectuées pour trouver des données économiques et la perspective du ministère de la Santé de l'Ontario, ainsi que la perspective pan-canadienne. Alors la TCCI guidée pour la gestion des troubles dépressifs et anxieux légers à modérés, lorsqu'elle est comparée à d'autres solutions, donc peut constituer une stratégie efficace et rentable si les seuils de volonté de payer se situent entre ce que vous voyez à l'écran pour chacune de ces maladies. John Thornhill Verma. On a justement des observations dans la boîte de dialogue sur les coûts Alberta Health Services Rachel qui dit les coûts sont variables. Il y a des applications qui sont gratuites mais ne sont pas modulaires comme ce que vous décrivez dans le rapport. Et il y a un certain nombre de traitements sous forme d'appli qui coûtent très cher, par exemple 200 $ par patient. Alors si vous servez de la TCCI, et que vous avez quelque chose à partager de votre expérience, faites-le, car c'est une observation directe à la question des coûts. Alors, Esther Ellis, je passe à la perspective et à l'expérience des patients. Alors, généralement, la TCCI est bien appréciée par les patients. Cela dit, on a quand même identifié des expériences variables. Même pour ceux qui ont apprécié la TCCI, il y a une variation dans l'expérience. Alors, c'était surtout en raison d'une approche différente concernant le contenu, le degré de soutien et le suivi. Alors, il faut personnaliser le traitement. Donc, essentiellement, c'est bien reçu, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde et ça doit être adapté à chaque personne. Alors, l'analyse éthique. Alors, vous imaginez, un traitement en ligne peut présenter des difficultés de protection des renseignements personnels, mais aussi la capacité de créer une relation assez étroite entre le client et le thérapeute, malgré le fait qu'il ne se voit pas en personne. Alors, pour endiguer ces problèmes, il s'agit d'avoir des mécanismes en place pour assurer la transparence, mais aussi prévoir la protection des renseignements personnels. Il paraît que beaucoup de groupes s'intéressent à la TCCI, mais on sait, comme je disais un peu plus tôt, qu'il n'y a pas de cadre ou de stratégie nationale pour la mise en œuvre. Il n'y a pas non plus de financement pour la TCCI. Certains programmes sont disponibles, mais pas partout au Canada. Alors, nous avons examiné les facteurs favorables et les obstacles à la mise en œuvre de cette thérapie. Alors, pour les prestataires, parfois c'était un manque de formation. Pour les patients, c'était parfois un manque de sensibilisation. Pour les systèmes de santé, les réseaux, c'était parfois des questions de facturation ou de structure. Cela dit, si on pouvait avoir une stratégie pan-canadienne, elle pourrait permettre d'alléger ces difficultés et expliquer comment la TCCI peut s'intégrer au cheminement clinique. Que ce soit, par exemple, une thérapie en complément de la thérapie en personne. Jen Thornhill Verma. C'est une conversation très utile. D'ailleurs, elle suscite beaucoup d'intérêt dans la boîte de dialogue. Par exemple, nous avons l'équipe de crise mobile de The Ottawa Hospital, l'hôpital d'Ottawa, qui dit que les clients, parfois, n'ont pas la capacité financière et donc pour accéder à un thérapeute, alors
quelqu'un d'autre propose le soutien en ligne. Et quelqu'un ici souligne aussi l'existence d'une appli gratuite. Alors, merci d'avoir partagé cette information. Merci, Alice. Alors, la recommandation finale de QSSO, Qualité des services de santé Ontario sous la direction du Comité consultatif ontarien des technologies de la santé recommande le financement public d'un traitement cognitivo-comportemental administré par Internet guidé pour le traitement de la dépression majeure légère à modérée et des troubles anxieux. Donc, c'est la recommandation finale de la CNTS également, comme vous le voyez. On recommande la thérapie cognitivo-comportementale par Internet pour les adultes atteints de troubles dépressifs majeurs et ou légers. Alors, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous avez des programmes ici disponibles au Canada, mais nous avons aussi identifié des programmes disponibles à l'étranger auxquels on peut avoir accès ici au Canada. Et sur cette diapositive-ci, je voulais vous donner quelques renseignements. C'est des renseignements concernant la mise en œuvre et la prise de décision. Alors, vous pouvez voir tout ce qu'on a appliqué dans notre cas. Je souhaitais attirer votre attention à un événement national qu'on a tenu il y a quelques semaines où on a eu l'occasion de présenter les résultats de notre recherche, mais aussi faire participer les parties prenantes. Nous avons entendu de personnes, de cliniciens, de représentants du ministère. Donc, je vous encourage à consulter la vidéo sur notre site Web. J'ai trouvé que la vidéo que nous avons mise sur notre site Web de cet événement était très percutante. Nous continuons de travailler à ces thèmes. Nous tâchons de sensibiliser la population et les diverses parties prenantes, surtout les décideurs, à l'efficacité de la TCCI. On tâche de repérer des groupes qui travaillent déjà dans le secteur. Nous encourageons l'établissement de contacts. Alors, si vous voulez établir un contact avec nous, on sera heureux de trouver des moyens de s'entraider. Nous avons quelques ressources sur notre site Web affiché à l'écran. Et nous avons des agents de liaison partout au Canada. Alors, je vous encourage à établir un lien avec les représentants de votre région pour parler de vos besoins et d'informations dont vous pourriez avoir besoin. Jennifer Thornhill, Vermont. Je sais que certains groupes, d'ailleurs, ont des contacts directs avec vous. Et si Harris. Oui, de toute façon, on s'intéresse vivement au sujet, alors on veut savoir quels sont vos besoins. Et un petit rappel rapide, nous continuons de travailler aux données pour la TCCI. Le rapport et les recommandations seront disponibles dès le début janvier. Alors, notre tout dernier rapport sera disponible dès janvier. Jennifer Thornhill, Vermont. Merci. Alors, vous allez avoir ces diapositives que vous pourrez consulter à loisir. Nous savons que nous avons été très vite. Alors, et en plus, on aura davantage de renseignements apparemment dès le mois de janvier. Alors, évidemment, vous pouvez consulter directement la CNTS ainsi que QSSO, qui relève à présent du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Donc, ils ont des ressources. Et d'ailleurs, on le disait, à l'avenir, de nouveaux rapports, de nouvelles recommandations seront publiés. Alors, inscrivez-vous cyberalerte de la CNTS pour rester à l'affût. Alors, on a pu répondre aux questions de la boîte de dialogue. Vous allez voir que maintenant, nous avons résumé les résultats des deux sondages en anglais et en français. Alors, prenez-en connaissance. Ça permet d'établir un contexte
sur les données probantes, comment les appliquer à votre milieu clinique. Le quart des représentants, bon, on sait que vous étiez très peu nombreux, mais le quart des participants ont actuellement une approche et je sais que la Commission de la santé mentale, entre autres, a publié énormément de ressources très utiles relatives à ces questions. Donc, peut-être qu'on pourra travailler avec eux aussi pour veiller à envoyer l'information relative à cela. Je vais de nouveau céder la parole à Lindsay Yarrow et nous allons vous donner quelques mises à jour relatives à notre tout dernier mini-défi, les récipiendaires de ce mini-défi. Nous allons aussi annoncer le prochain défi, 17 janvier. Lindsay Yarrow, merci Jen. Je suis très heureuse de voir que la boîte de dialogue est très active, alors continuez d'envoyer vos questions si vous en avez. S'agissant du premier défi, le mini-défi numéro 1, nous avons, comme vous le savez, des possibilités de récompense pour les équipes tout au long de ce défi. Alors, ces équipes ont remporté 10 000 $ lors de notre tout dernier mini-défi. Vous avez entendu d'ailleurs un peu plus tôt quel a été le résultat de CHIO, qui s'est servi de ces fonds. On a CBI Home Health qui s'intéresse aux questions à domicile et la détresse des proches aidants, Lanark Renfrew, FAST qui s'intéresse à la toxicomanie, Vancouver Coastal Health qui met en œuvre la TCCI. Donc, on le disait un peu plus tôt. Nous avons Alberta Health Services qui s'intéresse à une meilleure navigation des patients. À Calgary Foothills, on met en œuvre un modèle de soins collaboratifs. Je vous ai déjà parlé de CHIO, le CUSUM, qui s'intéresse aux soins palliatifs, à la palliation, et AHS Home Living, qui aide les gens à rester dans leur domicile le plus longtemps possible. Alors, un travail formidable. Vous avez remporté des prix pour continuer votre formidable travail. Alors, continuez sur votre lancée. S'agissant des prochaines étapes de priorité santé, si vous êtes inscrit, la prochaine possibilité de récompense est le 17 janvier. Si vous n'êtes pas inscrit, comme je le disais, vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas, écrivez-nous pour qu'on puisse vous aider. Pour les équipes qui sont inscrites, s'il vous plaît, envoyez vos données, car vous devez envoyer vos données pour être admissible aux récompenses. On parle de 20 000 $ cette fois pour la première place. Alors, 20 000 $ pour la première place et deuxième et troisième place ont 15 000 $. Et ça, c'est pour chacune des catégories. Et donc, les quatrième et la sixième place auront 5 000 $. Alors, si vous avez du mal avec l'envoi de données, signalez-le nous. C'est très important pour nous d'avoir accès aux données parce que ce prix est fondé sur les résultats. On veut savoir quels sont vos résultats par rapport à l'indicateur que vous avez choisi. Alors, envoyez-nous les données par la boîte du portail que vous êtes inscrit. Alors, inscrivez-vous pour qu'on puisse vous aider. Et donc, lors du prochain webinaire, on pourra partager le nom de nos gagnants. Alors, on veut savoir ce qui vous intéresse. On a 3 webinaires prévus dans le cadre du défi Innovation Santé entre janvier et octobre. Alors, pendant ces 3 webinaires, on veut savoir ce qui vous intéresse. Dites-le nous. Alors, étant donné que le temps file, je vais céder la parole à Jen Thornhill-Verma. Mais qu'on veut que vous sachiez, c'est que on veut savoir ce qui vous intéresse. On veut savoir ce que vous voulez apprendre pendant les 3 prochains webinaires pour qu'on puisse s'adapter à vos besoins. Jen Thornhill-Verma. Merci, Lindsay. Alors, nous avons une réponse déjà. Quelqu'un nous dit qu'il est intéressé d'avoir des informations de la part d'équipes qui ont utilisé un modèle par étape, surtout en soins primaires. D'autres personnes veulent des renseignements sur, de nouveau, les soins par étape.
On pourra certainement vous faire suivre l'information et peut-être même faire circuler un résumé. D'autres choses qui peuvent vous intéresser, on veut savoir. Ces webinaires sont ouverts. Alors souvent, on a des participants, on a 19 partenaires qui envoient des participants qui nous aident à mettre en œuvre ce programme de défi innovation priorité santé. Donc, comme vous le voyez, certains de ces partenaires sont présents aujourd'hui lors de cet appel, dont la CMTS, l'Association canadienne pour la santé mentale. Enfin, il y en a toute une série. Alors, nous avons beaucoup de partenaires. Alors, nous n'allons pas faire le tableau blanc, mais nous voulons savoir quelles sont vos idées. Vous pouvez les indiquer dans la boîte de dialogue. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Cela dit, si vous en avez d'autres, veuillez les poser maintenant. Autrement, on va vous envoyer plus de renseignements à la suite de ce webinaire pour que vous puissiez prendre connaissance des renseignements à loisir. Donc, vous pourrez également rejouer l'appel car il sera archivé. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez encore le temps, mais je vais quand même annoncer que notre prochain webinaire aura lieu le 17 mars à midi, même heure qu'aujourd'hui, heure normale de l'Est. Un merci tout spécial à nos conférencières d'aujourd'hui qui ont partagé beaucoup de renseignements aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier nos partenaires du défi Innovation Priorité Santé ainsi que les équipes. Merci à Lindsay et Sabrina pour tout le travail qu'elles font aussi pour que ce webinaire réussisse. Et il y a beaucoup de gens dont on n'entend pas parler directement que moi, je vois derrière l'écran. Ce sont nos productrices, entre autres, Sheena Powell et Kelly Ripley. Merci à vous deux. On vous encourage à envoyer votre rétroaction. Nous allons conclure avec un sondage de rétroaction. C'est ici que vous pouvez nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qu'on peut améliorer. Ne craignez rien, dites-le. Prenez un petit instant pour remplir ce questionnaire. C'est utile pour la planification du contenu des prochains webinaires ainsi que des récompenses du défi Innovation Priorité Santé. Alors, je vous laisse 1 minute ou 2 pour répondre. Sabrina qui dit que si vous avez des questions plus précises par rapport à notre défi priorité santé, vous pouvez lui envoyer un courriel à elle ou à Lindsay. Vous avez l'adresse à l'écran. Alors, on vous laisse encore 1 minute ou 2 pour répondre à ce sondage, mais je vais conclure le webinaire à proprement parler. Merci encore à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Passez d'excellentes fêtes. J'espère que vous pourrez vous reposer et nous nous retrouverons l'année prochaine. Au revoir. La téléphoniste, merci de votre participation. Ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Vous pouvez à présent raccrocher.